La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, critique littéraire. Prérequis entre théorie, esthétique et analyse fondamentale. Le panel, Aubin et Ike, José Méli, Mohamed Dim. À la modération, Gervais Ndassi. Bonsoir chers tous, bonsoir chers internautes, bonsoir les passionnés de la littérature, de la lecture des livres et des beaux-arts. Bienvenue à ce nouveau panel de la semaine du critique littéraire online, c'est Crilo, et dont le thème est critique littéraire prérequis entre théorie, esthétique et analyse fondamentale. C'est bien autour de ce thème que les différents panélistes de ce jour vont débattre. C'est vrai que ça sera dans une ambiance vraiment très détendue. Nous avons des personnes, des connaisseurs, des personnes qui s'y connaissent très bien dans le domaine, qui vont nous parler, et non seulement de la critique littéraire, mais également de ses prérequis, bien sûr, théorie esthétique et de l'analyse fondamentale. Nous avons et on sera avec Aubin Ike, il est du Cameroun. Je vais laisser après chacun se présenter plus amplement. José Méli, et Cameroun également, et Mohamed Dim aussi, qui est du Cameroun. Donc, ce sera mon introduction. Moi-même, je suis Gervais Ndassi à la modération. Je suis à la base journaliste de formation, critique, et je dis critique, chroniqueur littéraire, mais également promoteur d'une plateforme livresque et livre du livre. Donc, je suis, à travers cette présentation, vous vous rendez compte de la passion que j'ai pour le livre, mais notamment pour la critique littéraire. Donc, j'ai une très grande passion pour ça et c'est déjà un réel plaisir pour moi d'accepter l'invitation de cette équipe des organisateurs de ce panel, notamment de Madame Pauline, donc, que je remercie au passage parce que initier une semaine de critique littéraire online, je pense que c'est une très belle initiative. Pouvoir rendre cela réel, c'est un parcours de combattant. Et puis, je la tire chapeau. Merci pour tous les efforts. Merci d'avoir rassemblé sur ce panel autant d'intellectuels, autant de personnes ressources que nous aurons et le temps de découvrir à travers ce. Donc, j'invite tous les internautes, tout le monde, tous ceux qui nous suivent à travers le monde à être connectés. C'est juste 90 minutes, le temps d'un match de football, et puis c'est fini. Après, on pourra voir les rediffusions et autres. Donc, nous commençons les présentations par notre moment, la seule femme que nous avons dans l'équipe. Nous commençons la présentation par elle, Madame José. Bonsoir. Activez votre micro. Mon cher. Et comment vous avez passé une très bonne journée? Bon, on est en Afrique, et je pense qu'on peut prendre notre temps pour se saluer, comment tu vas, la journée, on peut demander tout ça pendant 5 minutes avant qu'on ne commence le débat. Comment allez-vous et votre journée, tout s'est passé? Bon, très bien passé. Et la tienne aussi, n'est-ce pas? Bien se passer. Oui, ça va chez moi. Bon, nous allons vous permettre de vous présenter très rapidement. C'est vrai que, bon, on a déjà une présentation de vous dans les génériques, sur les affiches et autres. Moi, je suis José Méli en bâtiment. Oui. Je suis José Méli en bâtiment, professeur de lettres à la base. Je fais dans la critique littéraire et je m'essaie à l'écriture également. Voilà ce qu'on peut dire en quelques mots. Je suis passionnée des lettres et ça, c'est le plus important. Très intéressant. Comme j'étais en train de le dire, ce n'est que des passionnés, ce n'est que de vrais acteurs de la critique littéraire qui sont avec nous ce soir. Et je reviens sur Monsieur Aubin Ike. Bonsoir. Bonsoir, Gervais. Oui, vous avez passé une très bonne journée aussi. Mais vous passez une bonne journée puisque peut-être la journée n'est pas encore terminée de votre côté. Oui, c'est vrai qu'il a fait un peu chaud. Bon, il a plu, donc la température est descendue, ça va beaucoup mieux. Ok, d'accord. Par la grâce de Dieu, avant qu'on ne commence, et avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, la température descendra complètement. Elle sera la normale. Oui, j'espère bien.
Si vous voulez une température de 20 degrés ou bien moins de 20, vous l'aurez. 12 degrés, ça me va. Ok, d'accord. Donc, on va prier, ou du moins, on va s'activer pour que, avant qu'on ne commence, la température vienne à 12 degrés pour Monsieur Aubin, spécialement. Donc, Okay, bon, vous n'avez pas fini votre présentation. Bonsoir, Gervais. Bonsoir, Oui. Bon, moi, je suis Aubin Ike. À la base, je suis sociologue, mais je suis aussi un passionné de livres. Donc, je suis un passionné de livres, un passionné de littérature. Je suis analyste littéraire et puis je suis chargé des relations, chargé des partenariats au sein d'Acolyte. Voilà aussi en quelques mots ce que je peux dire. Merci beaucoup. Très belle présentation. Donc, c'est le tour de Monsieur Mohamed. Monsieur Mohamed, on est à vous. Le public veut savoir qui vous êtes, enfin, et votre température aussi. Est-ce que vous voulez qu'elle soit de 12 degrés comme Monsieur Aubin, ou bien moins de 12, ou bien plus? Alors, bonsoir, Gervais, bonsoir, chers panélistes, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent en ce moment. Alors, je suis Mohamed Dim, enseignant de français de formation, passionné de littérature, et je m'amuse de temps en temps à écrire. Alors, parlant de la température, moi, quand on parle de 12, moi, ça me fait rire parce que je suis à 6 degrés. Donc, à combien? Donc, je suis à 6 degrés. Ah, wow. Et là, voilà. Donc, ça va. Vous souhaitez que ça aille à... Vous souhaitez que la température monte à 12 ou bien que ça descende encore à 4? Oui, je souhaiterais justement que je puisse avoir une température de 15, de 16, pourquoi pas de 20. D'accord. Donc, on va faire monter la température à votre niveau de 15 ou bien légèrement plus. Ok, merci. J'espère qu'on aura un bon moment de partage et d'échange. Ok, d'accord. Nous venons de passer un peu plus de 7 minutes déjà en direct. J'espère que nos internautes se mettent en place petitement. Et pour ceux qui ne vont pas pouvoir nous rejoindre, ils pourront suivre la retransmission sur la page Facebook Acolyte. Donc, nous, ce que nous allons faire, nous allons simplement commencer notre panel et je commence le développement, ou du moins, on commence le panel par M. Mohamed. Et déjà, de façon globale, qu'est-ce que, quand on dit, moi, je commencerai par critique littéraire. Ah, ok. Tout ça, mais très rapidement, c'est quoi la critique littéraire pour vous? Alors, pour faire simple, je pense que nous avons commencé cette activité depuis le 21. Et durant, n'est-ce pas, ce début de semaine, on a abordé beaucoup de questions autour de la critique littéraire. Alors, pour faire simple, pour moi, la critique littéraire, loin d'être un jugement subjectif, c'est un socle constitué de 3 piliers que nous allons voir pendant nos moments d'échange. Mais en gros, pour des néophytes, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont loin de... Enfin, qui n'écoutent des questions littéraires que pour la première fois. La critique littéraire, au sens simple, c'est l'analyse d'un texte. Une interprétation d'un texte. À travers... Oh bon, c'est vrai, je veux compliquer davantage. À travers des clés ou des outils précis. Bon, je ne sais pas s'il faut vous relancer sur la question, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question, sur ces aspects d'outils, de clés et autres. Donc, on va passer à M. Aubin, ou bien peut-être, oui, M. Aubin, pour vous, j'ai lancé une question. Qu'est-ce que vous comprenez, ou du moins, qu'est-ce que ça vous dit, la critique littéraire? Pour moi, la critique littéraire, c'est tout simplement, comme on l'a dit, c'est l'analyse d'un texte. Et qu'est-ce que selon moi, c'est au-delà de la simple lecture, je vois un peu. Au-delà de la simple lecture, c'est un peu comme, je vais peut-être aller loin, c'est un peu comme faire l'amour. Ça veut dire que c'est explorer, c'est titiller, c'est essayer de comprendre en profondeur. Bon, maintenant, en profondeur, ça dépend aussi
Ça dépend de tout un chacun, mais de but en blanc comme ça, la critique littéraire, c'est tout simplement l'analyse d'un texte, comme on l'a dit. Ok, d'accord. Mais je reviens un peu sur la parenthèse que vous avez ouverte là, un peu comme Fela Moussa a dit, c'est toucher les parties sensibles, les parties qui font un peu mal, tout ça, enfin, et qui procurent au moins en même temps du plaisir. Vous dites? Les parties qui font un peu bien et pas qui font un peu mal. Bon, enfin, ça semble faire du mal, mais enfin, ça procure du plaisir quand même. Ok, d'accord. Je pense que nous allons retourner la même question à Madame José. Madame José, quand on dit critique littéraire, ça vous fait penser à quoi? Quand on parle de critique littéraire, moi je pense directement à des versions d'un texte pour voir quelle est son originalité, quel est son intérêt, quels sont ses et comment on peut décrypter ces différents contenus et parvenir à une interprétation. Comment décortiquer le contenu, parvenir à une interprétation. Donc, j'espère que c'est un peu un petit résumé. Maintenant, cette fois-ci, je vais vous soumettre à un exercice peut-être un peu plus compliqué. Je ne sais pas. Le thème du jour. Le thème, c'est libellé critique littéraire, prérequis entre théorie, esthétique et analyse fondamentale. J'aimerais que chacun d'entre nous, enfin, que chacun des panélistes dise, quand ils voient un tel thème, ça lui fait penser à quoi? Quand on dit critique littéraire, prérequis entre théorie, esthétique et analyse fondamentale, quand on vous donne un tel thème, comme un thème d'exposé, quelle est l'idée générale? Quelle est la thématique? Enfin, qu'est-ce que vous comprenez de façon globale sur une telle thématique? Je commence cette fois-ci, je reprends par Madame José. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous dit? Critique littéraire, prérequis entre théorie, esthétique et analyse fondamentale. Quand je vois un tel thème, comme j'aime beaucoup le voyage, je pense aux livres, aux textes, comme un endroit à explorer, un endroit à découvrir. Et pour découvrir cet endroit, on a besoin d'un guide. Et ce guide-là, pour pouvoir être performant, pour pouvoir entraîner le voyageur ou le lecteur à jouir du plaisir, peut-être que lui, il a éprouvé précédemment, il doit remplir certaines conditions. Il doit y avoir certains préalables. Et ces préalables-là passent justement par la théorie. Ça veut dire que quelles sont les idées autour de ce voyage, qui accompagnent ce voyage. Et quand je pense à l'esthétique, je pense directement à la sensibilité, à l'émotivité, à la perception que l'on a et qui n'est plus du domaine scientifique, du domaine cognitif. Et puis quand on pense à l'analyse fondamentale, je me dis directement que là, ça met en valeur les clés, comme disait un des intervenants là tout à l'heure, que devrait avoir justement le guide pour pouvoir faire prendre plaisir au voyage. Là, on vient déjà dans le côté technique de l'affaire. Et ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas s'aventurer à parler de critique littéraire quand même si on veut garder une certaine objectivité sans avoir des clés pour l'analyse parce que il faut analyser peut-être les thèmes, les techniques, le contexte culturel, les personnages pour pouvoir évaluer les forces et les faiblesses d'un texte. Et vous êtes d'accord avec moi que si le guide n'est pas performant, il ne peut pas vous faire éprouver le plaisir pour le voyage. Et ce n'est pas seulement une question de connaissances théoriques, mais il faut également qu'il vous fasse sentir les émotions attachées à un espace donné. Et c'est ça la responsabilité du critique littéraire. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, Madame José. Je pense que déjà, j'ai bien eu raison de commencer par vous, parce que là, vous avez déjà démonté le sujet et vous avez étalé le plan. Enfin, je dirais le plan, hein,
la chronologie du développement que nous allons adopter. Nous commençons par les prérequis, la théorie, l'esthétique, l'analyse fondamentale. Donc, vous avez déjà présenté vous avez fait une très belle introduction que j'aime beaucoup. Donc, nous allons quand même remonter à M. Aubin pour savoir, enfin, quand il voit ce thème, ça lui dit quoi, globalement, comment il le prend, comment il le comprend. Déjà, je m'excuse pour la qualité de l'image. Là, nous avons été victimes d'une panne de courant, donc je suis pratiquement dans le noir. Maintenant, pour revenir à qu'est-ce que le thème m'inspire, ben, c'est passer après le Real de Madrid, Mamajo, je pense que c'est plus facile. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça m'inspire? C'est simplement qu'est-ce qu'on entend par critique littéraire, qu'est-ce qu'on pense que la critique littéraire devrait être et qu'est-ce que la critique littéraire devrait être en réalité. C'est quand je lis le thème, c'est globalement ce que ça m'inspire. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette perception, cette compréhension que vous avez du thème. Monsieur Mohamed, nous sommes à vous. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Alors, je crois que les panélistes précédents ont développé l'élément essentiel. Moi, je dirais, pour ajouter simplement que la critique, que le thème me fait penser simplement au canon esthétique pour la réussite d'une analyse, d'une critique littéraire. Parce que tout à l'heure, Madame Joseph parlait par exemple des clés, parce qu'il est important pour un critique littéraire de passer par la théorie. Ce thème m'a tellement intéressé parce qu'il est déjà détaillé, c'est-à-dire qu'on retrouve tous les éléments, toutes les parties dans le thème. Donc, la théorie, c'est l'élément essentiel. On ne peut faire de critique littéraire que si on a un certain bagage théorique. On ne peut faire la critique littéraire que si on sait, n'est-ce pas, étudier le beau. Elle a parlé du beau tout à l'heure, l'esthétique. Et justement, ces éléments vont déboucher sur une certaine analyse. Donc, je crois que le thème est développé et elle l'a également développé suffisamment. Donc, en gros, c'est un thème assez intéressant dans la mesure où ça pourrait constituer une base pour toute personne qui voudrait bien se lancer dans la critique littéraire. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Mohamed. Merci bien pour votre réponse, votre très belle réponse. Donc, et ceci dit, nous allons rentrer bien maintenant dans le sujet. On commence par la théorie. La théorie dans la critique littéraire. Les prérequis, nous les avons déjà. Enfin, les prérequis ici, c'est un des critiques littéraires, prérequis entre théorie, esthétique et analyse fondamentale. Donc, nous allons faire un tour de table sur, de façon théorique, quels sont les outils. Je dirais plutôt, je parlerai pour ma part d'outils parce que c'est M. Aubin, je ne me rappelle plus trop de Mohamed qui parlait des outils d'analyse, des éléments d'appréciation du texte qu'un critique littéraire doit avoir pour mieux réussir son exercice. Donc, de manière théorique, en parlant de théorie, les prérequis, qu'est-ce qu'il faut avoir? Monsieur Aubin, qu'est-ce qu'un critique littéraire? Qu'est-ce que celui, je pense que Monsieur Aubin nous est parti. Donc, pour cela, on va se rabattre d'abord sur Monsieur. Ok, vous êtes là. Ok, c'est parce que j'ai vu votre caméra fermée que je me suis dit peut-être que vous êtes parti. Donc, je vous relançais, je vous posais la question sur les prérequis, la théorie en fait. La théorie de la critique littéraire. Quels sont les outils d'analyse d'un texte? Quels sont les outils que critique littéraire doit disposer pour mieux analyser son texte, pour mieux analyser son texte, pour mieux faire sa critique littéraire, je vais dire. Déjà, de quoi doit disposer un potentiel ou bien un critique littéraire confirmé? Déjà, moi, j'ai toujours trouvé que critique littéraire, c'est un peu prétentieux. Quand on dit critique, parce qu'on fait facilement l'amalgame. Quand on dit critique, on s'attend à quelqu'un qui vient casser, à quelqu'un qui vient démonter un texte, à quelqu'un qui vient le détruire soit l'auteur, soit son écriture. Alors que, en fait, un critique, c'est quelqu'un qui vient révéler en quelque sorte
le processus d'écriture de l'auteur, qui vient révéler le secret de son écriture. Donc, et pour moi, la première disposition, c'est déjà l'amour de la littérature. Il faut aimer la littérature, il faut lire régulièrement pour pouvoir confronter, en fait. Parce qu'il faut avoir une base pour confronter. Il faut, en plus d'aimer et de lire, il faut avoir une bonne culture littéraire. Une bonne culture littéraire. Moi, je ne suis pas pour les théories, je vais dire quoi, les grosses théories académiques qui vont enfermer le lecteur ou bien le critique dans des cases. Ce qu'il y a de bien dans la littérature, c'est quoi? C'est que ce n'est pas c'est pas une salle avec un vigile à l'entrée, tu vois, qui va te dire non, toi, non, on avait écrit tenue et bien exigée, toi, tu n'as pas la tenue adéquate. C'est l'art. C'est une pièce où on entre et on s'épanouit. Donc, la disposition, je crois qu'il faut être ouvert d'esprit. Pour moi, c'est la meilleure disposition et c'est la plus grande. Il faut déjà être ouvert, être prêt à aller à la rencontre. Ça veut dire, tu n'entres pas en te disant OK, puisque j'ai lu le titre, je m'attends à ça. De peur d'être déçu. Donc, ce que je pense, c'est que la plus grosse disposition, c'est l'ouverture d'esprit. Et puis maintenant, peut-être il faut maîtriser aussi les règles de français, tout ça, c'est clair, c'est évident qu'il faut savoir il faut maîtriser les règles les règles grammaticales, orthographiques de la langue dans la langue dans laquelle le texte est écrit. Mais je crois qu'il faut déjà se mettre dans une disposition d'esprit nécessaire pour pouvoir faire une bonne critique littéraire. Parce qu'une critique littéraire, une critique littéraire, ce n'est pas une orientation, c'est aller à la découverte. Et quand on va à la découverte, on doit être conscient du fait que on va permettre à d'autres lecteurs de découvrir ce qu'on a découvert dans le texte, si je peux me permettre. Je pense que je vais m'arrêter là pour un moment, pour l'instant. Ok, monsieur Aubin, merci. Ça veut dire, si je vous comprends et je vous résume, pour vous, la théorie, les prérequis à avoir en termes parlant de la critique littéraire, il s'agit d'abord d'aimer la lecture. Si tu n'aimes pas la lecture, tu ne peux pas t'autoproclamer ou tu ne peux pas exercer le métier de critique littéraire. Donc, avoir une bonne culture générale, ça, c'est une bonne culture littéraire générale, certainement. Une ouverture d'esprit. Je pense que vous avez insisté sur l'ouverture d'esprit. Est-ce que cela vous attachez sectairement un prix à l'ouverture d'esprit du critique littéraire? Je pense continuer d'abord avec vous avant de remonter. Et vous avez trop insisté sur l'ouverture d'esprit que sur les autres aspects, aimer la lecture, bonne culture générale, les règles, maîtriser les règles de la langue. Est-ce à dire que l'ouverture d'esprit a une valeur fondamentale, enfin, cela compte beaucoup pour vous dans la critique en matière de théorie de critique littéraire? Oui, l'ouverture d'esprit compte beaucoup pour moi parce qu'elle te met dans les dispositions de recevoir. Tu ne vas pas pour donner des leçons. Tu es prêt à recevoir ce que l'auteur ou bien ce que le texte t'apporte. Et tu ne vas pas pour juger. Tu ne vas pas pour juger. On ne va certainement pas pour juger un texte. Quand on fait une critique, selon moi, on ne va pas pour juger un texte. On l'évalue au vu de ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois hier ou avant-hier, que on est un peu trop agressif. Nous sommes dans une époque où les gens sont trop agressifs. Je ne sais pas si c'est quelque chose dans l'air ou dans l'eau, mais les gars sont trop agressifs. On dit des choses avec méchanceté parfois. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Sous le couvert d'être quelqu'un de très honnête, de quelqu'un de très direct, on est mal appris en fait. Donc, je pense que quand on est ouvert d'esprit, on part à la rencontre. Ce qu'on a trouvé ce qu'on a trouvé de pas bien et qu'on estime ou de limité, on le dit d'une certaine façon. Et tout ça, c'est grâce à son ouverture d'esprit. Et quand on est dans un état quand on a l'esprit ouvert, je crois aussi que tous les aspects du texte nous apparaissent plus clairement. Tous les aspects du texte ne nous apparaissent pas comme ne nous apparaissent pas comme des obstacles ou ne nous apparaissent pas
comme le mot, je l'ai au bout de la langue, mais il ne vient pas. Mais tous les aspects du texte, on va les explorer, en fait, et essayer de comprendre, que ce soit culturellement, que ce soit sur le plan de l'éducation, que ce soit sur le plan politique. On va essayer de comprendre leur impact, leur insinuation et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'estime pour moi que l'ouverture d'esprit est un élément fondamental. Ok, merci beaucoup, monsieur Aubin. Mais il est très important. Ok, merci beaucoup, monsieur Aubin. Je pense que personnellement, j'ai compris davantage pourquoi vous avez insisté sur l'ouverture d'esprit. Et j'espère que ça va être le cas pour les internautes également. Vous avez eu le temps de vraiment développer cela. Et très bien, merci beaucoup. Monsieur Mohamed, parlant de prérequis, de la théorie littéraire, de la théorie de la critique littéraire, quels sont les outils d'analyse ou quels sont les outils que doit disposer un critique littéraire? Ouais. Ok. Je commence par emboîter le pas à Aubin de ce que un critique littéraire doit avoir comme élément fondamental l'ouverture d'esprit. Ça, c'est un fait, c'est un élément. Par contre, je m'arrête à un certain niveau, donc il prend un peu le contre-pied lorsqu'il se défait des éléments théoriques. On sait bien que toute écriture a une histoire. Et je crois que l'histoire constitue un élément essentiel si on veut comprendre davantage un texte. Ceci dit, on ne peut faire de critique littéraire, selon moi, sans faire appel aux éléments théoriques en tant que théorique académique. C'est-à-dire qu'on a des courants de pensée, sans toutefois essayer de rétrécir l'auteur ou de rétrécir la pensée, mais on a quand même une certaine histoire, et à partir de ces éléments, on peut donc classer et dire avec exactitude que celui-ci, il se détache ou il se défait carrément des courants précédents. Parce qu'il faut bien qu'il soit classé ou non classé. Pas forcément dans une camisole de force, comme le laissait penser Aubin, parce que selon Aubin, le fait, par exemple, de s'asseoir, enfin de s'asseoir sur une théorie académique, entre guillemets, sur une théorie académique, pourrait rétrécir ou pourrait, n'est-ce pas, enfermer l'écriture. Moi, je pense que s'asseoir sur une théorie académique ou même sur des théories académiques permettrait de pouvoir classifier afin de pouvoir se prononcer avec exactitude, avant de pouvoir se prononcer selon sa posture, parce qu'il n'y a pas une vérité. Vérité en deçà des Pyrénées, horreur au-delà en termes de critique littéraire. Donc voilà en gros ou en bref ce que je pouvais dire ou ajouter. Ok, merci. Donc, ça veut dire, en plus d'accepter, de comprendre tout ce que M. Aubin a dit, vous avez ajouté la nécessité pour le critique littéraire de maîtriser les courants de pensée, sans quoi il lui sera très difficile, voire même impossible, de bien mener son analyse, enfin, de bien mener l'appréciation de son texte, enfin, de l'ouvrage. C'est ce qu'on peut comprendre. Ouais, oui, c'est bien ça. Mais bien le comprendre, en fait, le situer. Je préfère le situer avec exactitude parce que je peux étudier un test, mais ce test-là n'entre pas dans un canon. C'est pas pour autant que le test n'est pas bon ou le test n'est pas ce qu'il doit être. Mon rôle n'est pas de juger, mais de comprendre le test dans son processus d'écriture. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire les courants de pensée, l'histoire de l'écriture, la maîtrise de l'histoire de l'histoire de l'écriture est très importante pour le critique littéraire pour lui permettre de pas forcément qu'il soit dans le juste, enfin dans le bon. Exact, oui. Et nous allons relancer la même question à Madame José pour finir ce tour de table sur la théorie du critique littéraire. Alors, quels sont les outils dont doit disposer un bon ou du moins un vrai critique littéraire pour mener à bien l'analyse du texte? Si je suis d'accord
avec les derniers intervenants, à savoir que la critique littéraire doit s'aborder toujours avec une posture de bienveillance. Il ne s'agit pas de détruire le texte des auteurs. Il s'agit d'évaluer l'originalité, de voir la portée et l'impact dans le monde de la littérature. Mais je me dis toujours, et je reviens à ma métaphore du voyage par rapport à la critique littéraire. Si je vais dans un musée ou je suis dans un voyage d'agrément et que le guide ne maîtrise pas l'histoire de l'espace, comme Mohamed le disait précédemment, je vais me sentir un peu en insécurité avec lui. Ça veut dire que je vais prendre plaisir à la visite et au voyage parce que le guide maîtrise certaines clés. Il va me faire part justement de l'histoire des lieux, me rappeler les anecdotes, etc. C'est la même chose avec la critique littéraire. Si on est d'accord sur le fait que la critique littéraire doit laisser de côté l'académisme et l'intellectualisme, je fais un clin d'œil ici là à mon fils Redébi parce que nous avons souvent été à des endroits et quand la critique devient trop intellectuelle, elle perd de sa beauté. Ça, c'est sûr. Mais il y a des clés qui permettent l'analyse d'un texte et des clés qui sont connues par tous et qui permettent que même si on ne peut jamais faire l'unanimité, que les professionnels qui sont de bonne foi reconnaissent que au niveau des thèmes, au niveau de l'écriture, au niveau du contexte culturel, au niveau de l'étude des personnages, voici ce qu'on améliorerait, dont la théorie est très importante. Parce que plus vous avez justement les connaissances appropriées pour pouvoir analyser le texte nécessaire, plus vous avez les clés, plus l'analyse est pointue, au-delà de tout intellectualisme. C'est ce que je voulais relever. Ok, merci beaucoup. Là, je comprends que tous les panélistes sont d'accord sur le fait que il faut faire de la critique littéraire en se servant sur les outils de base, maîtriser la lecture et autres, sans trop aller dans l'intellectualisme exagéré. Je pense que si je dois résumer toutes les interventions, c'est personnellement à cette question, à ce résumé que je viens, il faut utiliser les outils sans exagérer, parce que l'excès, comme on le dit, en toute chose nulle. Mais je voulais réserver cette question, ou du moins cette interrogation pour la partie d'analyse fondamentale. Mais il me plaît quand même de ramener ça ici avant qu'on ne se revoie là-bas. Je pense qu'il y a de façon classique quelques outils qui permettent d'analyser un texte en dehors de l'histoire, de l'écriture, enfin des courants et autres. Il y a des outils simples, on parle de, surtout quand il s'agit du genre romanesque, les romans, les nouvelles et autres, il y a des outils très bien connus et des outils d'analyse pertinentes qui sont laissés par des chercheurs dans la langue. Est-ce que vous pouvez peut-être nous évoquer, nous rappeler quelques-uns de ces outils d'analyse très rapidement avant qu'on ne continue? Et Madame José, quelques outils qui permettent d'analyser un texte parce que vous avez parfaitement raison. Quand on parle d'analyse fondamentale, tous les chercheurs du monde savent que on commence tout naturellement par la collecte des données. Ça veut dire qu'on se penche sur le texte et comme Aubin, mon fils, le disait précédemment, on le lit et on le lit de façon active. Donc, on relève les données, on prépare ces données. Ça veut dire qu'on a pris des données, on a fait de la collecte. Maintenant, parce qu'on a un sens de direction, on a une ligne directrice, on se met à faire le nettoyage. Quelles sont les données qui vont effectivement me servir? Je vais laisser certaines de côté et je vais capitaliser sur les autres. Et puis, je vais procéder à l'analyse explorative des données. Ensuite, au choix et application des modèles d'analyse. Et je vais passer donc à la communication des résultats. Ce qui veut dire qu'on est toujours, comme vous avez si bien dit, que ce soit dans le texte de nouvelles ou de romans, on sait que naturellement,
on a des données précises qui permettent de faire un résumé du texte. On aura des données qui vont passer à la phase, c'est ce qu'on appelle le narratif. On va gérer l'informatif parce que là, on est au niveau de l'analyse et on va gérer l'argumentatif. Là, on est au niveau de l'interprétation. Ça, c'est l'attitude qu'on a pour toutes les analyses fondamentales lorsqu'on a de la recherche. C'est pour ça que le travail du critique littéraire, ce n'est pas du travail pour quelqu'un qui n'a rien à faire et qui n'a pas de la passion, comme les précédents intervenants l'ont dit. C'est un travail qui demande de la concentration, de la passion. Comme pour écrire, il faut remettre son métier sur l'ouvrage, faire un travail de sélection avant d'aboutir enfin à l'interprétation. Mais on a l'impression que les gens passent très rapidement à l'interprétation et on n'a pas vu à quel moment il y a eu des données qui ont été objectivement et rigoureusement analysées par des clés connues par tous pour qu'on aboutisse à certains résultats, à une certaine interprétation. Donc, c'est important, c'est une question fondamentale que vous posez là. Le travail de critique littéraire, c'est un travail qui demande un sérieux et de l'application intellectuelle. Et vous montrez ainsi que vous donnez de la valeur au travail de l'écrivain, que vous honorez les nuits blanches de quelqu'un qui veut influencer la postérité en travaillant selon les règles. Et c'est pour ça que parler d'analyse fondamentale, c'est très important. Bon, Madame José, je ne sais pas, c'est tellement que j'ai eu un souci ici. Je ne vous ai pas suivi. J'ai collecte de données, analyse explorative. J'ai retenu ces deux éléments. Je ne sais pas si vous avez évoqué d'autres. J'ai eu quelques soucis ici. Je n'ai pas pu vous suivre. Mais bon, je voudrais savoir s'il y a d'autres outils. Oh là là. Bon, je disais que tous les chercheurs du monde savent qu'en matière d'analyse, il y a un certain cheminement. On commence par la collecte des données. Ça veut dire qu'on lit sérieusement le texte. Comme Aubin nous l'a dit dès le début, il faut lire de façon active qui vont vous aider dans l'analyse. Et ensuite, donc, on passe à la préparation de ces données qui consiste justement à sélectionner ce qui va nous aider dans la phase de l'analyse. Et puis, on passe à l'analyse de ces données et on fait le choix et application des modèles d'analyse. Parce qu'il y a des grilles d'analyse. Quand je suis dans le roman, les personnages, l'espace spatio-temporel, ça, on ne peut pas fuir ça. Il y a la structure du roman ou de la nouvelle. Il y a des canons. Même si on ne reste pas dans les canons classiques, un critique littéraire a ces clés-là. Maintenant, selon les moments, il va pouvoir les utiliser à sa guise. C'est comme le choix et l'application des modèles et puis la communication des résultats. Permettez-moi de vous donner une anecdote comme ça pour vous dire que l'analyse de données, ce n'est pas pour nous garder dans un carcan. J'étais impressionnée parce que la dernière fois, j'ai livré une note de lecture d'un roman d'une grande dame, on ne va pas citer les noms ici, là, et c'était un peu une analyse classique, comme vous vous imaginez, avec l'analyse des personnages, l'analyse de la structure et l'analyse du style, etc. Mais j'ai été impressionnée quand j'ai suivi une autre critique littéraire d'une autre Amazone de la littérature camerounaise qui est partie sur sa sensibilité et sur son émotivité. Et elle est partie simplement de l'analyse d'un personnage. Mais à partir de l'analyse de ce personnage-là, elle a campé l'espace, elle a campé les autres thématiques du roman. Donc vous voyez que qu'on prenne une entrée ou une autre, on sait que à la fin, on va aboutir à certaines clés qui permettent d'ouvrir certaines portes et qui rendent le voyage, l'exploration avec le critique littéraire agréable, parce qu'on va sentir que lui-même prend plaisir à son affaire. Merci beaucoup, Madame José. Je pense que vous nous avez donné une réponse très bien technique et j'espère que nos internautes comprennent, que les autres panélistes aussi comprennent très bien. Et je vous ai résumé, enfin, j'ai noté 4 points fondamentaux
la collecte de données, parmi les outils, collecte de données, l'analyse explorative du texte, l'analyse explorative des données, la présentation, le choix et l'appréciation à travers des grilles d'analyse. Donc, sur les grilles d'analyse, on en viendra plus amplement dans l'analyse fondamentale. Donc, je retourne la même question à M. Aubin. Est-ce que, outre les éléments évoqués par Mme José, est-ce que vous en aviez d'autres pour apprécier personnellement vos tests? Monsieur Aubin? C'est toujours très difficile de prendre la parole après Maman Jo parce qu'elle développe tellement bien et elle ne laisse aucun aspect, elle ne laisse aucun aspect dans l'ombre. Donc, j'allais tout bête là maintenant parce qu'elle a tout dit. Moi, je sais pas, j'ai carrément envie de lui dire continue, prends mon temps de parole. Mais comme elle disait, je crois, et je crois que ça, le meilleur exemple, c'est sa métaphore du voyage. C'est quoi? Tu vas en exploration, tu prends d'abord le temps de lire le texte, c'est-à-dire de le découvrir. Tu prends le temps de le découvrir en long, en large, en latéral, tu vois. Et puis, à un moment, pendant la découverte, tu fais des remarques, tu te dis, OK, mais tel arbre, il a l'air plus grand que l'autre, et tel ruisseau, pourquoi il passe par ici? Tu collectes tes données comme elle a dit. Et après, forcément, tout n'est pas important, du moins de ton point de vue ou de ton analyse. Et si je peux me permettre une brève parenthèse, c'est là où je reviens dans la théorie. Mon problème, ce n'est pas la théorie en tant que théorie, parce que c'est clair qu'il y a eu, c'est clair qu'il faut partir de quelque part. Mon problème, c'est quand la théorie enferme et oriente l'analyse. Si la théorie peut te permettre d'avoir l'esprit suffisamment ouvert et d'embraser tous les aspects, moi, je n'ai rien contre. Au contraire, je t'encourage. Donc, maintenant, et pour revenir à ta question, je vais dire, après avoir exploré, après avoir regardé tout et touché à tout, après avoir mis de côté, piqué ici, piqué là, et maintenant tu ressors le résultat de ton exploration. Tu vois, c'est comme à la fin du voyage, tu as les photos. Que tu décides de présenter les photos à tes amis et puis tu leur dis que voici ce que ça a donné, voici ce que mon voyage a donné. Tu vois un peu, tu leur dis aussi, voici ça, voilà. Maintenant, il y a certains qui pourraient trouver que, OK, mais vraiment, ça, c'était pas beau. Il y a d'autres qui vont dire, oui, mais tu as passé un bon moment, tu t'es bien amusé. Et ça sera le résultat. Le résultat, ce sera ce que tu as sorti. Tant que tu l'as sorti de façon objective, tant que tu l'as sorti de façon saine, ça veut dire que tu as vraiment pris le temps tu as vraiment pris le temps de respecter toutes les étapes que Madame Mélie a énumérées tout à l'heure. Je crois que Merci beaucoup. Tu peux arriver à un résultat qui ne va pas faire l'unanimité parce que je ne pense pas qu'il y ait un résultat qui puisse faire l'unanimité, mais tu arriveras à un résultat qu'on peut présenter comme un bon travail. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Aubin, pour cette très belle intervention. Je suis en train de remarquer que vous glissez petitement, progressivement vers la deuxième partie, l'esthétique, en tant que l'esthétique de la critique littéraire. Donc, on va y revenir. Et je pense que vous allez continuer ce développement dans cette partie parce que c'est un développement très intéressant. Mais avant ça, on passe à Monsieur Mohamed. Est-ce que, en dehors des outils, collecte, analyse, préparation, choix, présentation de résultats à travers des grilles d'analyse que maman José a évoqué, est-ce que vous aviez des outils, vous connaissez d'autres outils ou est-ce que vous utilisez particulièrement d'autres outils pour analyser un test? Alors, Aubin a dit quelque chose tout à l'heure et je pense que je m'incline dans la même veine. Il a dit quelque chose dans la même veine parce que ça a été tellement bien développé par elle que voilà, j'ai du mal à développer un certain nombre d'éléments, mais je dirais simplement que le critique littéraire est comme un chirurgien. Et on sait qu'en matière de chirurgie, il y a des précautions, il y a des préalables, il y a des éléments à prendre en considération, en compte, pour arriver à tel ou tel. On sait que voilà, nous avons un malade, il est malade d'une hernie discale et tout. On ne va pas opérer la tête
si on a affaire à une hernie discale, on va, n'est-ce pas, aller à ce qu'il faut. Donc, l'analyse, enfin, la collecte, c'est un élément fondamental, c'est un élément essentiel. On ne peut pas concevoir une grille d'analyse si on n'a pas des éléments collectés au préalable. Et aussi, on parle même du JAR, parce que le JAR permet justement de monter une grille d'analyse propre au JAR. Parce que chaque JAR, quoi qu'on le dise, a une certaine grille d'analyse. Maintenant, les résultats, on ne peut pas avoir les mêmes résultats pour le même test. Et elle a souligné tout à l'heure, ça c'est parfait. Elle a analysé un test et quelqu'un d'autre a essayé a fait une autre analyse et a abouti à un autre résultat et avait une autre grille d'analyse. Ça veut dire que les résultats, on ne peut pas avoir les mêmes résultats et on ne peut non plus aimer forcément le même résultat au même degré. Nous savons tous que, comme des mets, il existe plusieurs plats et que on n'est pas toujours d'accord tous avec tel ou tel plat. Donc, chaque personne a un penchant pour ci ou ça. C'est-à-dire qu'en tant que critique littéraire, je pourrais apprécier, par exemple, le résultat et tout, mais qu'il faut éviter, ça c'est un des pièges généralement du critique, c'est qu'il faut éviter d'avoir des réponses toutes faites. C'est-à-dire qu'il a déjà des appréhensions, il a déjà une réponse arrêtée avant même d'avoir véritablement analysé la grille, avant même d'étudier ou avant de mettre en évidence la grille, il a déjà une idée. Il sait, je vais à tel endroit, je vais quelque part. Non, il faut se laisser parler, il faut se laisser guider par les éléments qu'on a, n'est-ce pas, répertoriés. Il faut se laisser guider par la grille qui nous dicte vraiment un résultat au final. Donc, je crois que, pour me résumer, je crois qu'elle a tout dit. Ces éléments sont essentiels, mais le critique doit faire attention et être ouvert. On revient à quoi? L'ouverture d'esprit, parce que son résultat n'est pas le résultat, mais c'est un résultat parmi tant d'autres, parce qu'il n'existe pas il n'existe pas de résultat définitif ou encore d'interprétation qui fasse l'université. Voilà. Justement, Monsieur Mohamed, il n'y a pas de résultat qui fasse l'unanimité, et surtout en matière d'analyse, de critique littéraire, il faut faire très attention parce que ce n'est pas une science, ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas une science exacte pour dire, voilà, c'est 5, c'est 5, c'est 10, c'est 10, non. C'est des analyses généralement subjectives, voilà, c'est relatif à telle personne, même s'il y a des outils d'analyse qui permettent de voir, oui, tel aspect est respecté, tel autre n'est pas respecté. Donc, en dehors de tous ces aspects, vous êtes quand même revenu sur l'impartialité du critique littéraire. Il doit être, dans tous les cas, impartial. Il ne doit pas, avant de commencer sa lecture, avoir de parti pris. Donc, voilà ce que vous avez ajouté aux interventions de Madame Mélie. Je reprends cette fois-ci par Monsieur Aubin. Cette fois-ci par M. Aubin sur l'esthétique, parce que c'est surtout lui qui a commencé par glisser progressivement vers l'esthétique. Après toute la théorie, tout ce qu'on connaît, aimer la lecture, avoir une bonne culture générale, ouverture d'esprit, maîtriser les règles de la langue, connaître tous les outils, les collègues d'analyse, tout. On a tout ça. Mais on a tous les éléments. C'est comme si on veut faire la cuisine, on a tous les ingrédients, tout. Mais on ne fait pas la cuisine de la même façon. Il y a forcément un aspect qui est différent. Je pense que c'est là que ressort l'esthétique. Quand on parle de l'esthétique dans la critique, est-ce qu'il y a des éléments d'analyse? Est-ce qu'il y a des éléments pour savoir, voilà, telle critique a été faite de tel côté et autre? Monsieur Aubin. Quand on parle d'esthétique ici, je sais pas, tu parles de l'esthétique du texte ou bien de l'esthétique du critique? Du critique même, pas du test. Le test, c'est le test qui fait objet de critique. Donc, le test peut être esthétique, on fait une mauvaise critique, on fait une critique pas esthétique. Le test peut ne pas être esthétique et on fait une critique très esthétique du test. Tu vas lire le test, un lecteur lambda va lire le test et dit, mais c'est pas un beau test après tout.
Alors que le critique l'a très bien présenté, même si ce n'est peut-être pas son travail, il a très bien présenté le livre, le test, et tu te dis, waouh, ça doit être un test impressionnant. Donc, l'esthétique du critique, pas celui du test. Bon, l'esthétique ici, je crois que c'est le baromètre maintenant du critique. Parce que tu as étudié un texte, tu as ressorti des éléments et c'est le moment de sortir de présenter tes résultats. C'est le moment de présenter tes résultats. Et là, tu présentes comment? Je crois que c'est là où l'esthétique intervient. Et pour l'occasion, nous avons une très bonne esthéticienne ici, là. C'est Maman José, c'est toujours un plaisir. Quand elle a fini, et quand elle a fini, parfois, tu te demandes si la note ou bien la critique n'est même pas plus belle que le texte lui-même. Tu vois un peu. Tu ne peux pas critiquer l'écriture de quelqu'un et au moment de présenter ça, tu le présentes de façon chiffonnière. Tu vois un peu. C'est là où toi aussi tu es évalué. Comment tu amènes, comment tu présentes, comment tu développes. Tu vois un peu. Et là, tu vas toi aussi être jugé. Tes qualités de critique vont être jugées parce qu'au-delà peut-être des éléments que tu vas faire ressortir, que quelqu'un disait quelque part qu'on peut avoir le bon message, mais être le mauvais messager. Tu peux avoir trouvé, tu peux avoir décelé tous les secrets de l'écriture d'un texte. Tu peux avoir décelé tous les secrets, mais dans ta présentation, c'est un véritable cafouillage, c'est un peu n'importe quoi. Tu as du mal à présenter ça toi-même, tu vois un peu. Je crois que c'est pour ça que le mot critique, je le trouve vraiment prétentieux. Je pense que pour prétendre être critique, il faut aussi être un bon rédacteur. D'abord. Ok, c'est maintenant, c'est sur ça que le critique, lui aussi, va être jugé parce que je pense que autant un texte, parce qu'une critique, c'est aussi un texte qu'on produit, hein. Une critique, c'est aussi un texte qu'on produit quelque part. C'est un test. Voilà. Donc, de toutes les façons, il y a aussi une critique qui va faire la critique de ta critique. Naturellement. Voilà. C'est ça la critique de la critique. Je voulais relancer Madame José, mais apparemment, elle nous a... Enfin, c'est un peu déconnecté, mais j'espère qu'elle reviendra tout de suite. Et puis, on profite de l'occasion pour dire, est-ce que, je vous reviens, la critique de la critique, est-ce qu'on peut en parler très rapidement avant que Madame José ne vienne? La critique de la critique, c'est-à-dire la critique du test même qui a été critiqué. Il y a des critiques, tu les lis, tu dis, mais ça, c'est mauvais. C'est-à-dire la critique, en tant que lecteur, tu lis la critique et tu te dis, mais ça, c'est une mauvaise critique. Comment... Oui, parce qu'il y a des critiques, tu lis, tu te demandes si celui qui a fait la critique du livre, du texte, par exemple, s'il a compris le texte, s'il a compris l'auteur, s'il a compris l'écriture de l'auteur. Il y a des critiques, tu te demandes si c'est, parce que toi aussi, tu as lu le livre, tu as une idée du texte. Mais tu te demandes, est-ce que c'est le même texte que nous avons lu? Et parfois, on se dit, est-ce qu'il a utilisé les mêmes outils que nous? Parfois, est-ce qu'il n'a pas utilisé les mêmes? Je pense que Madame José... Oui, et là, tu veux comprendre comment lui, il a procédé. Mais comme le texte n'est pas, comme sa critique n'est pas claire, comme sa critique n'est pas fluide, comme sa critique n'est pas fluide, tu as l'impression qu'il est, comme Padre disait tout à l'heure, qu'il est arrivé à des résultats, mais tu ne sais pas comment il a fait des résultats, comment il a fait pour arriver à ces résultats. Tu as l'impression que lui, oui, à partir peut-être quand il a lu le nom de l'auteur, que ce soit un auteur connu ou méconnu, que ce soit à partir peut-être du titre ou à partir d'un résumé, il s'est fait une idée. Et il a décidé d'écrire comme ça pour se mettre en avant, pour se mettre en évidence. Il a juste écrit un test pour accompagner le test de l'auteur. Pour parler du test de l'auteur. Madame José nous a rejoint, on parlait de l'esthétique du critique. Et apparemment, vous êtes l'esthéticienne de la maison. Donc, on veut savoir comment un test, comment dans ça ressortir la beauté. J'aime beaucoup cette question de l'esthétique, comme Aubin le disait. Parce que je vais toujours repartir à ma métaphore du voyage. Si vous partez avec un guide qui a seulement des connaissances historiques, le voyage n'est pas intéressant. Mais il faut qu'il vous fasse sentir les émotions. Et c'est ce qui va nous sauver à l'heure de l'intelligence artificielle. Que ce soit par rapport
aux critiques littéraires ou par rapport aux textes littéraires, vous allez sentir justement que quelqu'un a travaillé en toute authenticité parce que votre émotivité sera sollicitée. On va susciter en vous les émotions appropriées parce que c'est la production de l'authenticité. Alors qu'on peut aller avec l'intelligence artificielle et solliciter des critiques, solliciter des textes, etc. Vous avez par exemple des textes comme l'intervenante de ce matin le disait, Léa. C'est très important à l'heure actuelle, que ce soit par rapport à la production de textes ou par rapport à la critique littéraire. L'émotivité. C'est ce qui distingue justement les textes qui ne viennent pas de vous, qui ne proviennent pas de l'authenticité, de ce que vous produisez chez le lecteur. Parce que vous l'entraînez dans votre rêve, parce que vous lui avez communiqué les émotions appropriées. Vous vous imaginez, lorsqu'on vous amène, par exemple, dans les lieux de souffrance, par exemple à l'île de Gorée, ou chez nous, là, à Bindia, on vous dit que quand vous entrez dans ces endroits, vous êtes comme étreint de l'angoisse que les personnes qui étaient là ont ressentie. Donc, quand vous savez utiliser l'émotivité, l'esthétique, vous communiquez à votre lecteur ce que vous avez ressenti en lisant un texte précis. C'est pour ça qu'en littérature, vous avez bien dit tout à l'heure, ce n'est pas une science. Ce n'est pas une science, c'est de la beauté. Il faut être capable justement de communiquer sa perception du beau au travers de la critique ou au travers du texte. C'est fondamental pour moi. Ok, donc je résume votre intervention par un seul mot, l'émotivité. Il faut savoir communiquer son émotion parce que c'est ce qui fait de la beauté de la critique. C'est-à-dire, tu peux mal parler entre griffes d'un texte, mais le lecteur ou du moins l'auteur va quand même aimer parce que tu as mis l'émotion, tu as utilisé les mots justes, les mots les plus adaptés pour présenter le texte. C'est plus important que les outils plus important que les outils parce que c'est là le nerf même de la critique littéraire. C'est ce qui crée, c'est ce qui fait que on aime ou on n'aime pas. Donc, je devais lancer la question à M. Mohamed qui va nous rejoindre tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons continuer. Nous allons faire bientôt 1 heure. On revient sur les discussions pêle-mêle. On va sur l'analyse fondamentale. Et je reste avec Madame José. Dans votre intervention précédente, lorsque vous parlez des outils de la théorie, vous avez évoqué 4 aspects, 4 outils: l'histoire, la collecte, l'analyse, la préparation, le choix et l'appréciation. Dans le choix et l'appréciation, vous avez évoqué des grilles d'analyse. Je voudrais qu'ici, à cette partie d'analyse fondamentale du texte, nous revenons sur cet aspect. L'analyse fondamentale du texte, la grille d'analyse du texte. Quels sont les outils, quelle est la grille d'analyse que vous utilisez, vous, pour analyser fondamentalement un texte? Déjà, l'analyse fondamentale, chez moi, ça a 5 étapes. Collecte des données, préparation des données, ça veut dire la sélection, le nettoyage. L'analyse, c'est très important parce que j'ai vu une question là, où quelqu'un demandait l'analyse. Mais on ne peut même pas donner des résultats sans avoir analysé les données. Que ce soit en mathématiques ou en littérature, l'analyse est fondamentale. Et puis, on choisit alors les grilles d'analyse appropriées par rapport au type de texte. Et enfin, on communique les résultats à partir de son interprétation. Maintenant, il n'y a pas d'analyse et de grille précise quant au texte. Je crois que les précédents intervenants l'ont dit, il y va de la sensibilité de l'auteur. Il y va de la qualité du texte que l'on a devant soi. Il faut comprendre, comme on a dit depuis le début, comme la littérature est dynamique, la critique et l'analyse littéraire aussi sont dynamiques. Il faut refuser de rester dans l'enfermement académique. C'est ce que nous disons depuis le début.
Vous pouvez avoir un texte et puis vous décidez, ce qui vous parle, c'est la clé peut-être des personnages. Et vous allez aller sur l'analyse des personnages, quelles sont leurs occupations, quelles sont leurs relations. Vous allez aller sur le schéma actentiel. On connaît les actants, par exemple, le sujet, l'objet, les adjuvants. Vous allez peut-être aller sur l'analyse actentielle. Vous pouvez même aller sur l'analyse psychologique. Il y a des textes qui sont vraiment tellement riches au point de vue de la psychologie des personnages. Où vous avez un texte qui, par rapport à l'espace spatio-temporel, sont tellement parlants. Vous allez vous concentrer sur les espaces, parce que là, vous allez découvrir que le texte tourne justement autour des espaces de bonheur, ce qu'ils appellent les espaces euphoriques et les espaces de malheur, de la dysphorie. Vous allez aller sur les questions je sais pas, dans chaque texte a son histoire, a son contexte, il y a d'autres textes où vous allez au niveau de la structure du texte. Comment est-ce que c'est bâti? Quelle est la logique? Donc, il n'y a pas de grille statique. Ce qui veut dire justement qu'on sent quand une critique est produite, l'encyclopédie de la personne qui produit la critique, parce que vous allez voir justement les corrélations par rapport aux autres textes. On va invoquer, par exemple, on peut même partir sur une analyse comparative. Comment la femme est présentée par rapport dans un contexte culturel particulier. Donc, vous voyez, on ne peut pas partir sur des grilles statiques. Et ce qui veut dire qu'il faut avoir quand même beaucoup de grilles pour pouvoir voir quelle est celle qui s'adapte à tel type de texte ou à tel autre type de texte. Ce qui veut dire que le critique littéraire, c'est un grand lecteur, c'est un grand travailleur et qu'on ne peut pas aborder cette question-là, comme on le disait précédemment, avec légèreté et avec superficialité. Parce que je ne sais pas si c'est parce que ces derniers temps, les journalistes produisent beaucoup des critiques littéraires, parce qu'on ne sent pas l'analyse. On sent qu'on a quelque chose dans la tête et puis on survole et puis on aboutit à des conclusions. Et c'est dangereux parce que ça ne respecte pas la beauté, la valeur du texte littéraire. Donc, il faut que nous nous redisions ici, pendant la semaine du critique littéraire, que pour donner de la valeur, de la fiabilité à ce que nous faisons, il faut que nous puissions travailler de façon sérieuse. Oui à la sensibilité, oui à la liberté, mais allons sur des analyses sérieuses qui permettent que les interprétations et les résultats vont de soi. Parce qu'on nous a suivis dans le cheminement et quand nous tirons les conclusions, nous sentons que les arguments sont convaincants et sont pertinents. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, Madame José. Et je reviens avant de faire mon intervention rapidement à Monsieur Aubin, qui avait déjà parlé de la beauté, de la culture générale que vous avez évoquée dernièrement. Donc, est-ce que comme Madame José, vous pensez aussi qu'il n'y a pas d'outils statiques pour l'analyse fondamentale d'un texte ou sinon, quels sont les outils que vous utilisez habituellement pour évaluer un test? Bon, comme j'ai dit, c'est toujours très, très, très délicat de passer après Maman Jo parce qu'elle parle tellement bien et elle dit tout. Elle dit tout. J'étais tellement content de l'écouter. J'ai même sursauté quand tu as pris la parole parce que mais je crois qu'elle a été claire. Elle a été claire. Et puis de façon simple. Si on peut être plus simple que ça, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut de la culture, il faut de la passion, il faut du travail. Elle a dit lors de sa première prise de parole que critique littéraire, c'est pas parce qu'on s'ennuie, c'est pas parce que il pleut et que tu n'as pas Canal Sat, c'est pas parce que tu peux pas sortir, c'est que tu vas prendre un texte et tu vas dire, OK, moi, je vais l'analyser. Non, il faut des outils. Il faut aimer ce qu'on fait déjà. Il faut savoir ce qu'on fait. Et savoir ce qu'on fait, c'est comme elle a dit, savoir que tout compte dans un texte. Les personnages, moi j'ai vu un critique littéraire, un certain René Théodore. Lui, il y a des textes où il compte carrément le nombre de mots par paragraphe.
pour ressortir, je vais dire, pour faire ressortir une émotion, pour faire ressortir un état, pour faire ressortir, je veux pas, il va juste à compter le nombre de pages et dire que dans chaque page, il y a tel. Je vais dire que c'est quelque chose qu'on fait. C'est quelque chose que si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas faire. Ou bien tu vas mal faire. Ce n'est pas parce qu'on est professeur de français déjà qu'on peut être un grand critique littéraire ou un bon critique littéraire. Ce n'est pas parce qu'on a lu 300 livres qu'on est un bon critique littéraire. Et ça revient, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui, mais ça revient aussi au problème de la formation du critique littéraire. Parce que quoi qu'on dise, ce sont des nouveaux métiers de la littérature. Quoi qu'on dise, ce sont des nouveaux métiers de la littérature. On peut se déclarer critique littéraire juste parce qu'on a une page Facebook ou on a un blog et de temps en temps, on lit un livre et on donne ses impressions de lecture. Et on fait passer ces impressions de lecture ou ces sentiments de lecture pour de la critique littéraire. Merci, Monsieur Aubin. Bon, vous ne restez que deux sur le panel, Aubin et Madame José. On a fait 1 heure, 6 minutes déjà. C'est beaucoup, hein? Vous avez tenu jusque-là. Vraiment, félicitations. Bravo, vous avez fait de très belles interventions. Je pense que, comme moi, les internautes vont beaucoup apprécier vos interventions, vont aimer et ils auront le plaisir de réécouter. Je suis sûr que je vais revenir encore sur ce panel, réécouter plusieurs fois afin de m'impressionner bien. Et je vous rattrape sur votre intervention, votre dernière intervention, où vous parlez de l'avant-page, tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que les gens confondent la critique et la chronique littéraire? Et je voulais revenir sur cet aspect parce que, toujours dans le sens de l'analyse, la critique littéraire fait de l'analyse du texte. Le chroniqueur littéraire choisit aussi, s'il le veut, de faire de l'analyse du texte, mais beaucoup plus dans le sens, enfin, je vous laisse savoir, je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement sur ces deux terminologies, la critique et la chronique. C'est vrai que ça ne fait pas directement partie de notre panel. Mais Monsieur Aubin, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une nuance? Si oui, comment savoir cela? Je vais dire quoi? Un chroniqueur, c'est un chroniqueur. Il peut être chroniqueur politique, il peut être chroniqueur musical, il peut être chroniqueur, comme il peut être chroniqueur littéraire. Mais critique littéraire, je pense que la critique littéraire, c'est un métier à prendre très au sérieux. Parce que la critique littéraire, elle peut encenser ou descendre un livre, encenser ou descendre un texte. Parce que la critique littéraire va dans le texte trouver les éléments qui font d'un texte un bon texte. Ça ne va pas garantir une bonne critique. Ça veut dire que les 15 meilleurs critiques au monde peuvent trouver que votre texte est fabuleux. Ça ne va pas vous garantir 100 000 ventes. Ça ne va même pas vous garantir 100 ventes. Mais au moins, les professionnels, les pairs sauront que vous avez une plume mature. Comme beaucoup aiment à le dire, que vous avez une plume mature. Donc, la critique littéraire ne peut pas être ça peut pas être une simple chronique, ça peut pas être ça peut pas être une histoire de tu prends ton téléphone, tu te mets en direct et tu dis ok d'accord là je viens de lire les histoires de tel et j'ai beaucoup aimé parce que en fait j'aime son style d'écriture parce qu'il est facile à lire, elle est facile à comprendre et puis elle est drôle et puis tu sors de là tu dis ok d'accord, tu as fait une critique littéraire. Je ne sais même pas si c'est une chronique que tu as fait ou bien tu t'ennuies et puis tu as fait une blague ou un prank. Carrément, tu vois un peu. La critique littéraire doit être prise au sérieux comme tous les autres métiers de la littérature. Et c'est pour ça que je suis un peu gêné quand on est éditeur et critique littéraire, quand on est écrivain et critique littéraire. On peut avoir écrit un livre sur la critique, sur les critiques littéraires, sur les méthodes et sur tout ce que ça va, tu vois un peu, sur son expérience de critique littéraire, je suis d'accord. Mais quand on est romancier et critique littéraire, on est éditeur et critique littéraire, on est, je sais pas moi quoi, infographe et critique littéraire. Ce n'est pas parce que, comme quelqu'un disait tout à l'heure, l'a dit hier ou avant-hier, c'est pas parce que ça ne rapporte pas directement de l'argent d'être critique littéraire. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des critiques qu'on commande. C'est-à-dire qu'un auteur produit une œuvre, que ce soit lui ou que ce soit son éditeur, ils peuvent commander une critique.
Mais est-ce que la critique là sera objective en ce moment, à partir du moment où on a été payé pour faire la critique d'un livre? Ou bien ne plus faire la critique d'un texte? Monsieur, parce que je vais encore vous relancer. J'ai 2 questions encore pour vous sur votre intervention, mais avant ça, je vais vous appeler à répondre à la question de cet internaute, de monsieur Jean-Pierre Noël, qui demande c'est quoi une note de lecture, une chronique littéraire. C'est vrai que c'est à cette question où vous étiez en train de répondre tout en faisant une analyse entre critique mais de façon spécifique. C'est quoi une note de lecture ou une critique, une chronique littéraire, même si ce n'est pas directement notre sujet du jour? Bon, je vais être très, très honnête, je vais te dire, je ne sais pas réellement ce que c'est qu'une chronique littéraire. Je ne sais pas ce que c'est qu'une chronique littéraire, parce que je ne pense pas qu'elle soit très différente d'une note de lecture. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment, que la chronique, je ne pense pas qu'elle soit vraiment différente d'une note de lecture. À moins que. Donc, une chronique littéraire est une note de lecture. Pardon? Une chronique littéraire est une note de lecture. Simplement pas. Je comprends mal, s'il te plaît. Je dis une chronique littéraire est simplement une note de lecture sans tergiverser. Justement, c'est pour ça que j'ai eu du mal à voir un peu la différence entre les deux. Qu'est-ce donc une note de lecture? Une note de lecture, c'est justement, tu as lu un texte. Une note de lecture, c'est tout simplement ses impressions de lecture. Une note de lecture, c'est tout simplement ses impressions de lecture. Comme ce n'est pas le thème. Comme ce n'est pas la thématique, nous allons revenir. On va demander à Madame Pauline et à tous les organisateurs de cette semaine de revenir peut-être sur la chronique littéraire, mais on va se focaliser sur la critique et la critique ici. Et Madame José, comme vous, je pose la même question. Quelle est la nuance entre une chronique littéraire ou une note de lecture et la critique littéraire? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce la même chose? Merci beaucoup pour la question. Il ne faut pas que nous entrions dans les querelles de clocher, parce qu'une chronique littéraire combine un résumé concis du contenu, une analyse critique personnelle et une appréciation subjective sur des ouvrages littéraires. Chronique, ça veut dire qu'on a comme un compte rendu, comme une chronique musicale, comme Aubin le disait précédemment, dont on présente un résumé, une analyse critique personnelle et une appréciation subjective sur des ouvrages littéraires. Et il a bien eu raison de dire, c'est comme une note de lecture, c'est quoi? C'est livrer ses impressions sur un texte qu'on a lu. Maintenant, ça dépend du contexte. La note de lecture, quel est son objectif? Est-ce qu'elle voudrait entrer dans l'évaluation, le jugement critique d'une œuvre littéraire, ou elle voudrait simplement être accompagnée peut-être un moment de dédicace du texte? La critique littéraire, c'est une activité précise qui accompagne après l'édition du texte. Comment est-ce que les spécialistes, les professionnels voient la portée de ce texte? Quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses d'un texte donné qui peut faire à ce qu'on les classe parmi les classiques, parmi les grandes œuvres, etc. Donc, il ne faut pas que nous nous mêlions les pédales. Une note de lecture, c'est une appréciation qu'on peut donner à tout moment dans un journal sur ses impressions de lecture. Maintenant, le contexte est important. Ma note de lecture, c'est à quelle occasion? À l'université, pour que ça prenne des airs académiques avec tous les canons attendus? Est-ce que c'est lors de la dédicace d'un ouvrage? Parce que là, quand je donne ma note de lecture, c'est pour pousser les gens à acheter, n'est-ce pas? C'est pour solliciter l'adhésion par rapport au produit, si j'ai été peut-être impliqué par un éditeur. Est-ce que c'est dans un journal qui voudrait rendre compte de la sortie d'un texte, comme on a vu avec la chronique, qui se place justement dans le côté informatif, narratif et interprétatif, argumentatif de la littérature? Donc, il ne faut pas que nous mélangions tout. Il ne faut pas que nous mélangions tout.
Oui, Madame Mélie, vous avez une question d'un internaute de Monsieur ou Madame Caliste Laurence qui vous demande comment s'opère le choix d'un courant de critique littéraire par rapport à une visée pour le lectorat. Comment s'opère le choix d'un courant littéraire de critique par rapport à une visée pour le lectorat. Je ne sais pas si vous comprenez la question. L'internaute demande comment s'opère le choix d'un courant de critique littéraire par rapport à une visée pour le lectorat. Moi, je suis complètement perdue parce qu'il n'y a pas de courant de critique littéraire comme on a les courants littéraires. Et il faut comprendre qu'avec le 21e siècle, depuis le début de la semaine, on ne fait que le dire. Le 21e siècle, c'est un siècle de liberté où les cloisons s'écroulent. Donc, vouloir cantonner la critique littéraire dans des canons fermés, c'est très compliqué. Je vous ai donné une anecdote tout à l'heure par rapport à la lecture d'un texte donné. Moi, j'ai proposé une critique littéraire, disons-le ainsi, en prenant une autre piste et en faisant mes interprétations. Et une autre grande dame qui fait des études, des critiques littéraires avec beaucoup de sensibilité, et moi j'aime beaucoup ça, a pris une autre entrée et a utilisé. Et je crois que sa question est en corrélation avec ce que je disais précédemment. La critique littéraire, ce n'est pas une note de lecture que l'on donne dans une occasion précise. Il ne faut pas qu'on se mêle les pédales pour dire qu'on le fait pour le lecteur, avec quelle visée pour un lecteur, comme si on ciblait quelqu'un. La critique littéraire relève les forces et les faiblesses d'un ouvrage donné à une époque donnée. C'est pour ça qu'on a dit ici là qu'il ne serait pas intéressant, par exemple, qu'un éditeur puisse faire la critique littéraire, puisque lui, on l'attend justement dans la capacité à déceler les erreurs et aider l'auteur qui l'accompagne à corriger ses fautes. Ça, c'est une étape. Maintenant, quand l'édition est terminée et que le livre est publié, maintenant, c'est le moment de la critique littéraire qui apprécie justement la portée d'une œuvre donnée et qui donne son avis là-dessus. Donc, il faut que nous comprenions ça très bien. Tout le monde peut donner ses impressions de lecture. C'est ce qu'on appelle une note de lecture. Après avoir lu un texte, maintenant, quel est le contexte dans lequel vous livrez votre note de lecture? C'est ce que je disais précédemment. Est-ce que c'est dans un établissement scolaire? Votre note de lecture va obéir à certains canons. Est-ce que c'est lors de la dédicace d'un ouvrage? Votre note de lecture va obéir à un certain canon. Est-ce que c'est lors d'un café littéraire? Est-ce que c'est lors d'un festival? Votre note de lecture va obéir à certains canons. Et on comprend ici là que merci beaucoup au là, pour l'organisation là, qu'on ne peut pas donner toutes les clés en une semaine de travail en ligne ici, mais je suis sûre que Acolyte est prêt à nous former pour nous dire que en tel de notes qui est attendu de vous. En tant que critique littéraire, voilà ce qui est attendu de nous. Et je crois que ces moments de partage nous permettent de nous remettre nous-mêmes en question, de nous évaluer nous-mêmes et de nous dire que bon, souvent j'ai livré des critiques littéraire, mais je reconnais que mon travail n'a pas été sérieux. Je n'ai pas tenu compte de tel préalable, je n'ai pas rempli telle autre ou telle condition. Parce que nous avons dit que c'est un travail intellectuel, c'est un travail sérieux. Et on ne livre une critique littéraire qu'en montrant avec bienveillance qu'on respecte le travail d'un écrivain. Et que lorsqu'on vient pour relever les forces ou les faiblesses, ce n'est pas pour humilier l'écrivain, ce n'est pas pour dire qu'il n'a rien fait, mais c'est pour permettre que les prochaines fois, peut-être, il améliore. Et la prochaine fois, la critique littéraire sera tout à sa faveur. Donc, je crois vraiment, avec ma fille Léa, qui intervenait ce matin, justement, que non, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit en tout cas qu'il faut avoir apprécié quand même les œuvres d'un écrivain pendant une certaine période
pour donner quelques jugements, parce qu'à un moment, on peut avoir produit une œuvre qui n'est pas particulière, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais produire une belle œuvre. Par la suite, on peut produire des... C'est pour ça que je suis d'accord que quand on fait de la critique littéraire, l'auteur doit mourir. Parce que la critique littéraire consiste à réécrire le texte. Et on ne peut réécrire le texte que parce qu'on a l'encyclopédie appropriée. Ça veut dire qu'on a les grilles d'analyse appropriées pour interpréter le texte et qu'on a la sensibilité, l'émotivité appropriée pour éprouver les émotions de la personne qui a écrit son texte. Moi, quand je lis certains textes, je pleure avec l'écrivain parce que je sens les émotions et parfois ce sont des textes qui ne sont pas très bien écrits. Hein. J'étais par exemple avec le directeur de l'édition et le texte était plein d'impressions, mais au point de vue de l'authenticité, de la problématique choisie, le texte était brillant et je lui ai dit qu'il faut tout faire pour sauver ce texte. Donc vous voyez que on parle de grille, mais on ne peut pas justement s'enfermer comme Aubin insiste depuis ce soir. Il ne faut pas s'enfermer parce que c'est de la littérature, ce ne sont pas les mathématiques. Au-delà de la théorie, au-delà des convenances, il y a l'authenticité, il y a l'émotivité. Il faut pouvoir percevoir le beau au-delà du discours. Merci beaucoup, Madame Mélie. Merci infiniment. C'est vrai, on a encore la même question de l'internaute. Elle s'est reprise, elle a repris la question. Mais avant, parce qu'on a encore près d'une dizaine de minutes avant de finir ce panel, Monsieur Aubin a évoqué, a posé une question, ou du moins un sujet sur lequel vous êtes revenu. Le métier de critique littéraire. Le critique littéraire peut-il être romancier, éditeur et autres? Vous êtes revenu, Madame Elie, sur la question, mais je passe la parole d'abord à Monsieur Aubin. Est-ce que ça dérange qu'un critique littéraire soit romancier? Et si oui, pourquoi? En quoi être critique littéraire m'empêche de produire une œuvre de fiction? Bon, je pense qu'on peut tout être. On peut tout être. Tant qu'on a du talent, tant qu'on a du génie, on peut tout être. Tu vois un peu. Mais en même temps, il faut respecter le métier. Comment un éditeur peut faire une critique? Il peut être un critique littéraire. Comment il fait pour être objectif? Comment il fait pour se détacher? Déjà qu'un éditeur, c'est un commerçant. Comment il fait pour se détacher de cette étiquette de commerçant pour devenir un critique littéraire? Déjà, la critique, selon moi, ne se commande pas. Quand on décide d'être critique littéraire, on prend un engagement envers la littérature, on prend un engagement envers le livre. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps là où il y a le livre. Il faut être tout le temps au courant des événements qui font la promotion du livre. C'est comme ça qu'on sera au courant des sorties. Il faut acheter le livre. C'est très important. Il faut acheter le livre. Et je pense qu'on ne commande pas d'acheter le livre. Peut-être quand on aura le talent et le génie de Mamajo, par exemple, les auteurs vont vous envoyer les livres en espérant qu'ils seront suffisamment marquants pour que vous en parliez. Mais merci, Monsieur Aubin. Il se doit de garder une certaine indépendance. Il se doit de garder une certaine indépendance vis-à-vis de tous les autres corps de métier de l'écriture. Merci, monsieur. Je vous coupe comme ça parce que, comme vous le remarquez, on n'a plus beaucoup de minutes devant nous. Vous avez parlé d'objectivité. Je suis peut-être d'accord avec vous qu'il sera difficile à un éditeur qui est un commerçant d'être objectif quand il s'agit de la critique littéraire. Mais quand même, un romancier, un poète, un écrivain d'autres genres littéraires n'est pas forcément un commerçant, c'est un producteur. Il produit une œuvre d'esprit. Est-ce que ça l'empêche d'être éditeur? Oui, moi, je vois mal un gars qui a produit un livre qui n'a pas été encensé, faire une critique objective, qui a produit peut-être un polar, fait une critique objective sur un autre polar et dit que ce polar a été mieux écrit et qu'il a respecté tel canon, que lui, son polar n'a pas respecté. Ok, donc c'est là la question de l'objectivité.
tant qu'il commence par produit, il lui sera difficile d'être objectif dans ses analyses. Donc, c'est oui, mais comment tu peux déceler chez quelqu'un ce que tu ne peux pas produire? Ok, là, personnellement, je vous comprends mieux. J'espère aussi que les internautes comprennent mieux que ce n'est pas bien vu, pas que c'est interdit qu'un critique littéraire soit éditeur, non, parce qu'il est commerçant et auteur. Madame José, vous êtes du même avis que lui? On a 5 minutes hein, au total. Merci beaucoup. C'est une question très intéressante. Cela voudrait dire également que, au-delà de l'esthétique, on attend du critique littéraire de l'éthique. Ça remet en question notre honnêteté intellectuelle. Il ne s'agit donc pas de dire qu'on ne peut pas faire ça en même temps que ça. Cela interroge notre posture intellectuelle. Est-ce que je sais donner de la valeur aux œuvres de mes frères? Est-ce que je sais reconnaître une valeur qui n'est pas mienne? Est-ce que je sais vivre avec des classifications? Est-ce que je suis capable d'être un éditeur? Et là, je suis d'accord avec lui, c'est difficile parce que vous voudrez mettre en valeur les textes que vous avez. Mais maintenant, en tant qu'écrivain, moi, je crois qu'on peut être critique littéraire parce qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour dire que quelqu'un d'autre fait mieux que moi. Et Aubin, moi, je le connais, il aide beaucoup de gens. Moi, je suis sûre que il est capable de se départir de ça. C'est ça. Donc, ça nous interroge sur notre probité intellectuelle, être capable de reconnaître la valeur de l'autre. Et c'est pour ça qu'on part sur des critères objectifs. Lorsqu'on analyse un texte, il faut que lorsque nous nous asseyons là, les arguments soient convaincants. Quand vous venez là, vous dites voici les données, voici comment je les ai analysées, voilà la conclusion à laquelle j'arrive. Nous tous qui avons quand même une certaine encyclopédie, nous disons nous sommes d'accord. Ça demande de l'encyclopédie, mais ça demande également des valeurs intellectuelles et d'honnêteté remarquable. Maintenant, s'il vous plaît, vous n'allez pas clore cette soirée quand même sans que je réponde à ma fille là, qui a encore réagi pour préciser sa pensée. La question là. Vous avez noté la question? On n'a pas beaucoup de temps. Oui. Elle a demandé si elle a le choix entre une approche sociologique graphique, comment elle choisit l'angle d'analyse pour rédiger sa note de lecture. Je pense que c'est cette question. Oui, sa question est très pertinente posée ainsi. Je voudrais lui dire que ça dépend encore du texte. Vous avez des textes où la peinture de la société est importante et il faut donc partir sur une analyse sociologique. Et d'autres textes où, quelque part, on sent quand même que la vie de l'auteur pourrait être présente. Mais il faut toujours éviter de s'accrocher à la psychocritique qui va partir sur l'influence des mutations psychologiques de l'écrivain dans son texte. Parce qu'on aboutit toujours aux excès. Parce que les textes littéraires, ce sont d'abord des textes de fiction. Donc, vous ne pouvez pas enfermer l'auteur dans sa biographie par rapport à ce qu'il a révélé. Parce que même s'il a pris des fragments de sa vie, quand il ne dit pas que c'est une autobiographie, ce sont des aspects qui ont été transportés au niveau de la fiction. Et puis, il va prendre un peu de sa tête, un peu du nez de la voisine, un peu du nez de Mohamed Zine, un peu de l'école de Aubin, et puis va mettre cela ensemble. Même les espaces sont amenés au niveau de la fiction et sublimés. Donc, moi, généralement, je préfère qu'on se limite au texte. C'est vrai qu'on va voir le contexte culturel et qu'on peut aller guetter dans la vie de l'écrivain. Mais il faut éviter de faire ça parce que ça aboutit très souvent à des catastrophes. Il faut lire le texte avec les clés objectives et aboutir à des interprétations. Merci beaucoup, Madame Mélie. Merci à vous, Monsieur Aubin. S'il vous était demandé de faire une conclusion pour ce panel, qu'est-ce que vous allez dire, Monsieur Aubin? Bon, moi, je peux faire les choses qui finissent aux choses qui se...
Je peux faire le début des choses à la fin, donc j'ai du mal à donner une conclusion. Mais si je peux dire quelque chose, c'est qu'il faut lire. Lisez lundi, lisez mardi, relisez mercredi, écrivez jeudi, lisez ce que vous avez écrit jeudi, vendredi, relisez ce que vous avez écrit jeudi, samedi, et dimanche, en vous reposant, lisez. Merci beaucoup. Madame Elie, par rapport à la thématique du jour, si vous étiez demandé de faire une conclusion, qu'est-ce que vous allez dire? En conclusion, je dirais que le choix a été magistral parce que c'est de ça qu'il est question en critique. Il faut remettre son métier sur l'ouvrage 1000 fois comme pour l'écrivain. Se rassurer qu'on a les clés appropriées pour l'analyse du texte et qu'au-delà de la théorie, on nourrit sa sensibilité et son émotivité en fréquentant les textes littéraires, en fréquentant les événements littéraires, en venant souvent sur Acolyte, qui est un puits inépuisable de ressources pour nous rendre meilleurs en tant qu'écrivain et en tant que critique littéraire. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, monsieur. Si moi, j'avais d'ailleurs me demandé de faire une conclusion, je commencerai simplement par remercier tous les panélistes qui ont été très géniaux, qui ont été formidables, très bien, très belles interventions. Avant de remercier chaleureusement Acolyte et pas Acolyte, madame Pauline, pour l'intérêt porté sur ma personne. Et Acolyte qui a cru que je pouvais modérer ce panel, qui m'a fait confiance et qui m'a donné l'occasion de modérer le panel juste pendant 1h30. Je remercie toute l'équipe et je vais tenter de résumer en disant qu'un critique littéraire doit faire preuve d'objectivité, doit avoir une très bonne culture générale, doit maîtriser les règles de la langue, lire, aimer la lecture, avoir une ouverture d'esprit, maîtriser les outils d'analyse tels que la collecte de données, l'analyse explorative, la répartition des données, le choix et l'appréciation à travers des grilles données et que l'analyse n'est jamais figée. L'analyse littéraire est plutôt dynamique. Donc, on ne peut pas faire une analyse figée. Donc, voilà, en résumé, ce que je peux noter de ce panel qui a été très intéressant. Il y a 3 panélistes, M. Aubin Yike, que je remercie chaleureusement, Mme José Mélie, que je remercie également, M. Mohamed, même s'il n'est pas resté avec nous pendant toute la durée, il a quand même fait une 40aine de minutes et c'est appréciable. Merci beaucoup à lui pour avoir répondu à l'appel et merci à tous pour la confiance. Donc, cela dit, on va se séparer. Je laisse la parole à M. Ghost pour conclure parce que nous avions fini nos 1h30. Le Ghost. La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, critique littéraire. Prérequis entre théorie, esthétique et analyse fondamentale. Le panel. Aubin Eike, José Mélie, Mohamed Dim. À la modération, Gervais Ndassi.